Monsieur Chris Amegan, bonjour. Bonjour. La pleine forme, j'espère. Oui, je vais bien, parfaitement bien. Les sujets sont là et nous espérons que vous êtes vraiment prêts pour... Absolument. Je suis enchanté d'être là pour décortiquer encore les sujets de la semaine. D'accord. Merci. Monsieur Younous Wele, toujours en forme, toujours serein. Ça se sent que vous êtes prêt pour décortiquer le béret. Je suis prêt et je crois que voilà, de bonnes choses vont sortir donc de ce béret. Évidemment, Monsieur Joël, ce n'est pas lui qui va manquer d'être en forme. Monsieur Joël, vous êtes en forme, vous êtes prêt pour le béret? Oui, très prêt. Et je suis sûr que les téléspectateurs aimeront ce que nous avons fait tout à l'heure. D'accord. Alors, sans transition particulière, le tout premier sujet béret de ce jour, il s'agit d'un jeune cybercriminel qui se rend à la police sur demande de sa compagne avec qui il venait d'avoir un deuxième enfant. Est-ce une repentance ou carrément une dribble? Monsieur Chris Amegan, on se rend soi-même à la police cybercriminelle, sachant tout ce qui se trame, ou enfin, toutes les réglementations autour de la chose aujourd'hui. Tout ce qu'il attend. Et c'est une femme qui demande cela. Et on a exécuté ce que femme veut, Dieu veut. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai que ça fait rire, mais voilà. Est-ce que c'est une repentance ou bien c'est une dribble selon vous? Ouais, ça peut être les deux. On n'est pas dans l'intimité du couple pour savoir exactement de quoi, ce qu'il en est. Ce que moi je vois dans cette histoire, c'est que ça montre tout le pouvoir de la femme. Justement. Non seulement dans notre société, mais quand pris isolément sur l'individu. Ça montre combien une femme peut impacter la vie d'un homme. Une femme peut vous faire changer de tangente. Oui. C'est ce que ça me dit, moi. Qu'un homme qui vit tout ce qu'il tire dans cette activité-là, parce que déjà, il brasse des millions. Oui, normalement. Hein. Mais bon, ça dépend du savon de chacun. Voilà. Mais, alors, ce qu'il en est, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'il brasse des millions et il nous impose des sentiments de, comment il va dire ça, de nullité ou d'incompétence. Quand vous les voyez réaliser des choses terribles, parfois même c'est un camarade de classe qui a fait ça, tu vois qu'il a abandonné les classes et 2 ou 3 ans plus tard, tu vois ce qu'il réalise. Et nous sommes dans une société où les gens ne s'interrogent pas vraiment quand vous avez de l'argent sur les sources de votre argent. Tout ce qui les intéresse, c'est comment profiter de cette richesse-là. Du moment où vous les contentez, ils sont heureux et personne ne se pose de questions. Si vous allez même poser des questions, on peut même vous prendre pour un ennemi. Ah ben justement. On vous dit que vous êtes jaloux parce que les gens profitent de ça. Donc voilà, on est dans une société comme ça. Maintenant, pour quelqu'un qui peut-être est à ce stade-là et qui brasse des millions et qui décide lui-même d'aller se rendre à la police, après avoir fait ce qu'il y a lui, avec le couple, ils ont 2 enfants. Hein. Justement. Il a fait 2 enfants et il sait ce qui l'attend. Il peut faire la prison pour plusieurs années. En fonction peut-être de ce qu'on va découvrir dans son ou ses ordinateurs ou de la nature du crime, il peut faire plusieurs années. Et sachant qu'il va abandonner la famille comme ça, sachant que la femme aussi, sachant que son mari va la quitter comme ça, et qu'elle sera seule à élever les enfants, inciter le mari à se rendre à la police, vraiment. Soit c'est une femme très très pieuse, qui n'a jamais aimé cette relation ou cette activité-là de son mari, soit, comme vous l'avez si bien dit, ça c'est drôle, c'est-à-dire l'envoyer en tôle et en profiter pour aller faire autre chose, aller voir ailleurs. Sincèrement, et ça me rappelle, comment elle s'appelle, la femme de Samson dans la Bible. Oui. Et toutes les femmes qui ont eu à exercer un tel pouvoir sur leurs hommes ou sur les hommes dans la société. Donc c'est ça. Bon, on va espérer pour lui que c'est pour la repentance, c'est pour expier ses péchés, comme on le dit, et que la femme va attendre, qu'il a incité à aller se rendre à la police, va l'attendre à ce qu'il revienne pour qu'il redémarre sous, je sais pas, à zéro. Ça dépendra du contrat sur ce. Oui, mais c'est sur quoi ils se sont entendus. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une repentance ou c'est une manifestation de la force, du pouvoir de la femme pour pouvoir dribbler son homme. Vraiment, c'est extraordinaire.
Et aujourd'hui, beaucoup plus extraordinaire, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a des femmes qui ne respirent que par l'argent. C'est-à-dire quand vous avez l'argent, c'est qu'elles sont à vous. Si vous n'en avez pas, qu'une femme incite son mari pour ce qui est capacité de brasser des millions à aller se rendre à la police, ça, il faut avouer qu'à notre époque, c'est extraordinaire. Merci, Monsieur Chris. On va se tourner vers Monsieur Younous. C'est une femme, c'est déjà un couple qui a déjà deux enfants. Et c'est sûr que la femme sait que c'est ce qui nourrit le couple, c'est cette activité-là qui permet de nourrir le couple. Et elle incite, elle oblige son homme à se confier à la police. Est-ce que c'est peut-être une dribble ou bien peut-être un vent, un trop-plein de civisme qui a gagné l'homme, disons le couple? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, merci. Bon, moi, je pense que d'abord, il y a deux questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que, d'abord, avant qu'il n'aille, bien avant qu'il ne se livre à la police, Oui. est-ce qu'il était poursuivi pour ce crime, enfin, pour cet acte? Parce que moi, je pense que s'il n'était pas poursuivi et que sa femme lui demande avec force, avec obligation, d'aller rapidement à la police, ça voudra dire, si peut-être qu'il n'est pas, enfin, cette obligation ne vient pas d'un certain chantage, parce que si il n'est pas poursuivi, mais il veut la repentance, il sait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Oui. Sa femme dit, ce que tu faisais, ce n'est pas bien. Alors, il peut décider de tout laisser catégoriquement, puisqu'il n'est poursuivi de personne. Donc, il peut se dire, bon, voilà, j'ai tout abandonné, je suis là, donc, à partir de cet instant où ma femme ou moi, nous sommes décidés, donc, de laisser tout ça dans le passé, et on reprend une autre vie. Mais si tant est qu'il n'y a pas ça, et malgré cela, il est obligé d'aller se livrer à la police. Moi, je pense que tout de suite, soit il se fait chanter par sa femme. Alors sa femme peut lui dire, bon, si tu ne vas pas te livrer, voilà, moi-même j'irai le dire. Peut-être qu'il y a un problème entre eux qui fait que la femme lui demande d'aller forcément aller se livrer à la police. Ou l'autre chose, peut-être que dans les coulisses, on apprend qu'il est possible qu'on aille le dénoncer. Et tout de suite, la femme dit, bon, au lieu que les gens aillent te dénoncer, voilà, c'est mieux que tu ailles tout de suite toi-même. Et quand tu vas toi-même, ça voudra dire que tu as reconnu et que là, maintenant, bon, peut-être la justice pourrait revoir dedans parce que c'est toi-même qui est parti voir la police et dit ce que tu as fait ou ce que tu faisais. Oui. Peut-être que la police ne savait même pas qu'il était un cybercriminel. Oui. Alors s'il décide d'y aller, ça veut dire que quelque part, il y a des questions qu'il faut se poser. Soit il se fait chanter par sa femme, soit que dans les coulisses, il est en train de... Peut-être que ça se dit que, bon voilà, il y a un cybercriminel ici qui pourrait être dénoncé. Alors tout de suite, c'est mieux qu'il aille lui-même se dénoncer et peut-être avoir la faveur de la justice. Bon, ce que, à mon sens, je pense. D'accord. L'atténuation de la peine. De la peine, voilà, justement, c'est ça. Il faut avouer à moi. Et à moi, pardonner. Mais là, M. Chris a parlé tout à l'heure de piété. Si on pense, ou bien on suppose que c'est un acte de piété, et que la femme exige, pourquoi alors le contraindre à se dénoncer à la police? Pourquoi ne pas fermer la chambre et faire, comme on dit, j'ai tout quitté, tout te servi, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Et tout simplement, et là, c'est que l'homme laisse et le secret reste. Et bon voilà, le secret demeure et voilà, il laisse et le secret va demeurer au sein du couple. Mais il a fait des victimes. Justement, et c'est pourquoi je dis, j'ai tout quitté. Enfin, il faut reconnaître que si c'est un acte de piété et que l'acte est vraiment pensé, peut-être c'est après la prison qu'ils viendront faire cette prière de j'ai tout quitté, tu m'as... oui, cet esprit vient. Et alors, ça fait partie du processus de repentance de cette piété-là. Mais on dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Justement, c'est pourquoi elle est là-bas. Pour espérer le pardon de Dieu, il faut d'abord obtenir celui des hommes. Merci, il a violé plusieurs lois oui. En se mettant dans cette activité-là. Il a fait des victimes. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça. C'est-à-dire, et pour peut-être la femme l'a convaincu que
la seule manière pour toi d'obtenir le pardon. le pardon de Dieu, c'est d'aller expier tes péchés là en prison. C'est-à-dire, il faut que toi aussi, sinon si tu es en liberté, alors que tu as causé de la souffrance aux gens, toi aussi, il faut que d'une certaine manière, tu ressens une certaine souffrance comme ça, voilà. Non, Tu vas, est-ce que quelque tu part, vas, je sais pas, peut-être c'est comme ça, c'est sur cette n'avez pas décision-là, ils ont trop décidé regardé. d'aller, il a est-ce que convaincu le gars à aller en quelque prison. part, il faut forcément être puni lorsque je reconnais que j'ai péché? Est-ce qu'il faut forcément subir ou voilà, faire face à une punition avant de reconnaître que bon voilà, je suis totalement lavé de tous mes péchés? Moi, je pense que quelque part, il y a vraiment un problème. Sinon, non, il n'est pas poursuivi. Et ça va nous dire, va te dénoncer. Et on sait justement ce qui peut être devant lorsqu'il va, quelque chose, même s'il est parti de lui-même et se dénoncer, forcément, eh ben, il doit répondre. Forcément. Il fera face à la loi. Maintenant, il gagne quoi en le faisant? Ici, je sais que j'ai tout abandonné, c'est mieux de, voilà, Il y a quelque chose qu'on appelle la pénitence. La pénitence, c'est quoi? C'est-à-dire que tu t'imposes une sorte de privation, oui, de mortification. Tu mènes une vie de, comment on va appeler ça? Hein? Une vie austère, d'austérité. Parce que tu as commis un péché que tu reconnais très grave. Mais dans la Bible, il y a David qui l'a fait. Quand il a fini de coucher avec la femme d'un de ses sujets et qu'il a envoyé au front et qu'il a fait tuer pour obtenir Bathsheba, elle s'appelle, je me rappelle, la femme justement de qui est né le roi Salomon. Quand Nathan, le prophète d'alors, de ce temps-là, de cette époque-là, est venu lui faire découvrir qu'en fait, David, tu as péché. Mais si vous lisez les psaumes qui sont nés de la pénitence qu'il a observée, vous allez voir que mais c'est ça. Oui. Ça dit, il s'est imposé. S'il y avait la prison en ce moment ou bien quelque chose qu'il pouvait faire pour espérer un pardon de Dieu, il l'aurait fait. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Peut-être qu'il voit la prison comme sa pénitence. Justement, c'est pourquoi on parle d'un pénitencier. Il voit ça comme une pénitence. C'est-à-dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit subir pour espérer avoir la paix avec sa conscience. Il dit, bon, j'ai eu à causer de torts, des souffrances. Parce que imaginez, un gars, vous n'êtes pas des hommes comptables d'une société. C'est vous qui gérez les finances de la société. Tout l'argent vous est confié. Et puis un jour, un cybercriminel entre dans votre ordinateur et hack absolument tout. Mais beaucoup de personnes, des gens se sont suicidés à cause de ça. Ouais. Et vous êtes détruit complètement. Alors, comment vous voulez que quelqu'un... Mais par rapport à ça, là, par exemple, quelqu'un qu'on a détruit comme ça, et il n'a pas détruit seulement le comptable, il a détruit non seulement la société et tous ceux qui dépendent de la société. Oui, justement. Des gens à qui on doit payer les salaires, avec lesquels ils doivent nourrir leur famille, les enfants qui doivent aller à l'école, etc. Il a détruit ça à grande échelle pour avoir arnaqué seulement un comptable d'une société. Et imaginez qu'il a fait ça à plusieurs comptables sur des années. Vous voyez l'ampleur, la quantitude de la faute, non, du péché. Alors, il a commis, c'est à échelle, c'est planétaire, et puis ils font ça partout. Ils n'ont pas de frontières. Hein. Ils peuvent te faire ça. Toi, tu peux être son frère. Ils n'ont pas de morale. Ils font ça absolument à toute personne. S'ils voient qu'il peut te soutirer quelque chose qui va le rendre lui riche, il le fait. Les cybercriminels, c'est des vrais terroristes financiers. Ils détruisent. Alors, à cette échelle-là, mais peut-être la femme lui a fait comprendre que même la prison là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Tu seras là-bas. Oui, c'est que tu as causé dans des familles, aux gens, la douleur morale. Peut-être aller rester en prison, tu auras la nourriture, tu auras un toit, etc. Tout ça. Mais les vies que tu as détruites là, mais tu fais comment pour les réparer? Même la prison c'est insuffisant. Et finalement, peut-être il s'est convaincu de tu as raison. Si je veux vraiment espérer qu'on me pardonne un jour, si je veux me départir, cesser d'emprunter ce chemin-là, il faut que quand même que j'aille faire la prison. Les gens qui font la prison, ils en sortent. Ils sont sortis et après ne plus jamais faire ça. Et peut-être après ça, espérer que peut-être il va avoir le pardon de Dieu. Ça s'appelle la pénitence. Alors, Monsieur Joël ne s'est pas encore prononcé sur la question. Monsieur Joël, il s'agit de pénitence, il s'agit de repentance, il s'agit de vous êtes plus rattaché à l'église que moi. Quelle lecture vous en faites? Ok, merci Monsieur Florent. Et d'abord, il faut se demander, est-ce que ce jeune-là ne se reproche pas d'abord quelque chose en lui, d'abord en lui-même? Parce que si auparavant tu n'avais pas commis un acte aussi terrible, si ta femme te propose d'aller
en prison ou d'aller vers la police, bon, bah, tu peux pas aussi accepter. Peut-être qu'il a d'abord dans le passé commis des actes qui, bon, et en ce moment-là, il voulait camoufler cela en acceptant volontairement d'aller à la police. Il ne faut pas oublier, il y a des pratiques de ces pratiques où on est obligé d'acquérir un fétiche pour faire marcher la chose. Là aussi, il faut se poser la question. Parce que quand on dit cybercriminel, voilà. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de l'arnaque, c'est-à-dire soutirer de l'argent à quelqu'un, ou est-ce que c'est même tuer, aller voler ou tuer quelqu'un pour le voler, aller prendre ce qu'on appelle communément Kennedy ou prendre ça, parce que c'est un truc où je sais pas, hein, moi je dis n'importe quoi, c'est un truc qui consomme du sang. Oui. Et le sang humain. Oui. Ben, s'il faut tuer pour aller avoir quelqu'un, peut-être lui situer de l'argent ou peu importe le matériel, ça dit tout de suite, il y a quelque chose encore qui est grave et qui peut aussi amener quelqu'un forcément à aller se repentir, comme M. Christ l'a dit. Donc, je vois là comme un peu, comment on dit, le jeune, il n'est pas... Il a commis quelque chose, il y a toujours quelque chose là qu'il cache. Au-delà de voilà, qu'il cache. Et de même, la femme, il faut se poser la question. Cette femme, bon, peut-être, est-ce qu'elle n'a pas peut-être un amant ou, et en voulant... Et en demandant à son époux d'aller vers la police, oui. Bon, peut-être qu'elle a profité de lui et après, bon, elle lui propose d'aller vers la police pour que en retour elle puisse bon, gérer. Merci. Peut-être si vous proposer à ton époux. Ce sujet attendez, oui. Vous avez dit que les deux, le couple a déjà 2 enfants. Oui. Voilà, tu sais que c'est le père de tes enfants. Oui. Comment tu peux lui proposer d'aller volontairement comme ça? Sachant bien sûr que c'est un grand problème. Même 1 an de prison, même 1 an de prison d'absence, c'est un grand problème. Oui, mais les enfants auront besoin de quoi? Vous savez, c'est vrai que dans l'éducation des enfants, c'est important l'autorité parentale. C'est important bien que sûr. Les parents, le père soit là. Dans notre société, il doit être là fondamentalement pourquoi? Il doit être là justement pour subvenir aux besoins de la famille, de la petite famille, et assurer l'éducation des enfants. Et peut-être qu'ils ont estimé que c'est un cybercriminel. Oui. Donc sûrement ils ont déjà placé des millions. Et ces millions-là, justement, seront peut-être quelque part. Pendant que lui il est en prison, tous ceux dont les enfants auront besoin, du moins sur le plan financier, voilà. Peut-être c'est déjà couvert pendant tout le temps qu'il aura peut-être à faire. C'est que ça pose un problème. Pour finir, voir quelqu'un en prison pour aller expier ses péchés. Mais tu utilises l'argent qu'il a gagné dans ce péché-là. Voilà, c'est un peu, je vois un peu la chose comme ça. Et pour finir, je dirais que c'est aussi un message derrière. C'est aussi un message derrière, surtout pour les jeunes. Il faut être humble, moi, comme de l'humilité. Au niveau du jeune, l'humilité d'aller se confesser volontairement. Et je vois ça comme un acte d'humilité. Il faut faire le mal pour aller. Non mais écoutez, monsieur Younous, je vais revenir à vous. Pourquoi, si on considère que cette activité a permis à un moment donné à la famille de manger, ne serait-ce que ça, pourquoi alors la femme n'a pas dit allons ensemble vers la police parce qu'elle-même elle a... La femme n'a jamais été... Oui. Il se peut que depuis qu'il le fait, jusqu'à ce qu'ils obtiennent 2 enfants, la femme n'a jamais su. Et que c'est à la dernière minute, la femme a su. Et vu la gravité, peut-être, je dis peut-être, la gravité ou surtout le degré de l'acte, la femme se dit, bon, pour que tu sois repenti, pour que Dieu te pardonne véritablement, il faut que tu ailles à la police et que tu te dénonces. Mais quelque part, je reviens toujours sur mon idée selon laquelle, quel que soit ce que l'homme a fait, s'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment, c'est-à-dire qui va au-delà de l'entendement humain, la femme qui aime son mari ne va jamais lui demander. L'homme, par contre, pourrait dire, ce que j'ai fait, c'est grave. Il faut que j'aille à la police et me dénoncer. Et la femme pourrait dire non. Oui. Tu as bien fait, évite et finis avec ça. Et on met ça dans le passé. Voilà. Mais si c'est la femme qui l'oblige à aller à la police se dénoncer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose quand même qui fait que la femme l'oblige à y aller. C'est ça. Aucune femme qui aime cela ne va dire, bon, va à la police et te dénoncer.
Non, avec deux enfants. Non, moi, C'est sûr, peut-être. Voilà, c'est sûr, peut-être qu'il y a des crimes connexes qui sont encore plus graves que le crime principal, enfin, le crime qui est dévoilé. Oui, en apparence, parce que parfois, comme il a dit, il leur est imposé parfois de faire des choses pour, comment il va dire, hypnotiser leur victime. Oui. Pour obtenir de leur victime ce qu'ils veulent sans que celle-ci ne se pose de questions. Et généralement, c'est des choses occultes. Alors, on a assez débattu parce que c'est un sujet qui nous amène vraiment à fouiller, à analyser. Cette fois-ci, on va revenir dans la culture et plus précisément dans nos biens culturels. On avait reçu 26 œuvres, on avait ramené 26 œuvres il y a, je crois, 3 ou 4 ans, en 2021 par là. Maintenant, il y a une œuvre qui est venue s'ajouter aux 26, donc nous sommes à 27, ou qui va s'ajouter, hein, je ne sais pas, il semble que c'est pas venu, voilà, c'est pas encore venu, et c'est le cataclé, il semble que c'est comme une chaise, voilà, qui sert au roi, ou je sais pas à qui, de s'asseoir, mais c'est quand même une œuvre d'art, un bien culturel qui nous appartenait et qui est en train de revenir. Monsieur Chris, qu'est-ce que cela vous inspire? On l'accueille comment, cette œuvre-là? Les précédentes, les 26 premières œuvres qu'on a reçues sont où actuellement? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ces œuvres ont été exposées au palais de la Marina, on a visité. Il y a des musées en construction pour les abriter. Ces œuvres étaient quelque part. Justement. Forcément. Je vais parler de ça d'abord. Elles étaient quelque part. C'est dans les palais royaux, à Bomé, etc. Tout ça. Oui. Mais pas le pillage des colons. Les colons là, c'est devenu des objets de musée. Oui. En Europe là-bas, jusqu'à ce que grâce au président Talon, avec les médiations et tout, on en obtient les 26. Oui. Maintenant, quand les 26 sont venus ici, est-ce que les 26 sont repartis dans leur... Comment je vais dire ça? Est-ce que ces œuvres-là sont reparties chez elles? Oh, ok. C'est vrai qu'elles sont sur le territoire béninois, mais elles ne sont pas chez elles. Elles ne sont pas chez elles où elles avaient, comment je vais dire ça, une force mystique. Où elles avaient une représentation vraiment significative. Voilà. Elles sont sur le territoire béninois, mais elles continuent d'être ce qu'elles étaient en Europe, c'est-à-dire exposées. Normalement, les œuvres ne devaient pas revenir pour rester à la présidence. La présidence, ce n'est pas la place, c'est pas un musée. Et justement, il y a des musées en construction. D'accord. Mais le problème demeure toujours. Peut-être c'est plus de sécurité. Si on les met à la présidence, c'est plus de sécurité. À partir de quel moment? Vous croyez que quand vous allez dans les palais royaux, pratiquement tous les palais royaux du pays, là, vous croyez qu'on n'allait pas trouver d'autres pièces de cette même nature? On n'a jamais appris que quelqu'un allait les vandaliser ou bien voler. Non? C'est des choses qui sont dans l'environnement naturel et c'est des choses qui font corps. Ce sont des œuvres qui font corps avec notre tradition vaudou. Non, mais moi, là, c'est considéré comme une comme ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord que les œuvres là soient toujours à la présidence. C'est vrai, on va me dire qu'on attend de construire les musées, etc. Mais bon, il y a des gens qui sont là-bas, on a des gardiens de la tradition, comme les bastions de la tradition, comme on les appelle. Il faut restituer les œuvres, au sens de restitution véritablement. Maintenant, pour revenir à votre question de cataclysme qui est là, il faut être heureux tout en étant en même temps triste. Parce que quand on annonçait les 26 œuvres, on va dire que c'est 26 sur près de 3000. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est si difficile. C'est vrai, il faut louer le fait qu'on ait obtenu 26, mais je ne sais pas pourquoi. Le reste colossal qui reste là. C'est petitement. C'est difficile. C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Vous-même, vous avez reconnu que ça ne vous appartient pas. Que c'est un vol sur plusieurs générations. Maintenant, vous avez décidé de les restituer. Pourquoi vous envoyez 26? Et on en sélectionne même. On sélectionne. C'est-à-dire celles qui n'ont pas vraiment de valeur ou dont on peut se débarrasser. C'est ça, on nous restitue. Alors que vous savez que la chose, c'est l'heure due. Ça nous revient. Non, mais le problème, est-ce que c'est le problème? Obligé d'aller voter une loi d'abord avant. C'est des trucs que je ne comprends pas. Le truc, tu as volé un truc. Finalement, toi, tu as reconnu que oui, c'est un vol. Ça ne m'appartient pas. Le propriétaire, là, qu'est-ce que tu fais? Tu le remets au foyer.
Eux, ils n'ont jamais accepté qu'ils ont volé. Justement. Ils veulent vous restituer. Eh oui, mais restitution. Dans le mot, même là, ça veut dire qu'il y a une confiscation préalable. Justement. Donc, si vous restituez quelque chose, c'est qu'au début. Ou carrément, c'était le Si vous fils. voulez, on peut euphémiser l'expression, il dit bon, vous avez emprunté. Peut-être que c'était nos ancêtres, nos Maintenant, c'est le arrière, cataclysme qui vient. nos grands-parents Une qui seule. sont partis avec. Une seule. Oui. Et le reste. Le reste qui sont encore au milieu Non. de nous. Un tien vaut mieux que deux tueurs. Mais ils n'ont qu'à tout restituer en même temps. Ça, Là, leur appartient. ça va venir petitement. Qu'est-ce que Cataclysme fait en Europe? Non, c'est ce que je dis. Si ils ne peuvent même pas prononcer le mot correctement, non? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils en font? Non, c'est ce que je dis. Peut-être que Ça place là-bas. ce sont nos arrière-grands-parents qui sont partis avec. Mais la faute, est-ce que la faute vraiment c'est la faute est au colon? C'est un butin de guerre. Ils sont venus, ils ont pris, ils ont vu des objets d'âge. Vous les connaissez. Ils ont pris, ils sont partis. Mais ils ont Comme pris ça des comment? C'est ça le problème, quoi. Comme des trophées. C'est pas mal la colonisation, c'est la déportation, le pillage. Mais vous savez, l'Europe a toujours été une population de folles. Ils volent absolument tout. Allons doucement. Non, mais Non, c'est vrai que. Mais allons doucement, oui. Il le dit, et c'est écrit par un des leurs. Il écrit. Alors, Il s'appelle Jacques Goudy. Jacques Goudy n'est pas un Africain. Il a écrit un livre, un essai intitulé Le vol de l'histoire. Allez lire ça. C'est un occidental qui a été le vol de l'histoire. Vous lisez ce texte, vous comprendrez, vous allez comprendre que l'Europe fonctionne par falsification de l'histoire. Et falsification de l'histoire, c'est travestir les faits. On a un autre narratif pour se montrer valorisant, pendant que ceux dont on a volé cette histoire-là sont considérés, mais c'est ça, sont considérés comme des moins que rien. C'est ce qu'on a fait fondamentalement pour l'Afrique. Mais heureusement, il y a des récits, mais très peu, et quelques explorateurs qui contredisent ces faits-là. Quand on dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais c'est un vol. Mais c'est un mensonge qui procède de ce vol-là. Mais beaucoup de choses qui ont été considérées comme des inventions européennes ou occidentales, mais vous découvrez par la suite qu'en fait, ils n'ont rien inventé. Ces choses, ces éléments, ce n'est pas eux qui ont inventé que c'était des vols. Est-ce qu'il dit, donc ce n'est pas quand je dis le vol de l'histoire, c'est pas que c'est pas moi qui le dis pour la première fois. Le livre a été publié il y a très longtemps. Jacques Goudy, le vol de l'histoire, vous allez voir. C'est la même chose. Quand on parle de nos œuvres culturelles ou culturelles, si vous voulez, mais ça procède de ce même processus-là. C'est comme ça ils sont. Maintenant que vous avez reconnu au moins sur ce plan-là, c'est vrai qu'ils n'assument absolument rien. Mais si vous avez reconnu que ça ne vous appartient pas et que vous parlez de restitution, faites une restitution pour qu'on n'en parle plus. Que ça vienne à compte-goutte comme ça, c'est ça qui m'horripile, moi. Non, mais c'est mieux que ça vienne comme ça, que ça ne vienne plus. Avant, moi, je savais pas qu'il existait une œuvre ainsi qui s'appelait le Cataclysme, je savais pas. Mais aujourd'hui, quand même, bon, puisque ça vient, au moins on sait qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, si tant est que ils pourront, on savait même pas les 26 autres là, on savait pas que ça allait venir. Mais si aujourd'hui c'est venu, donc espérons que petitement. Mais je crois que il a parlé tout de suite du fait que l'on ait gardé ces œuvres-là à la présidence. Moi je dis tout de suite, est-ce que quelque part il n'y a pas une politique derrière? Parce que au-delà de tout, on vante tout le temps. Hein, quand on ramène ces œuvres derrière, on fait une médiatisation, on parle de tel comme si bon, c'est un exploit qui a été fait. Et lorsqu'on parle de l'exploit, tout de suite, on voit que c'est le gouvernement qui a pesé de tout son poids pour que cela puisse avoir lieu. Alors que si on regarde quelque part, normalement, c'est notre droit. Oui. Mais quelque part, si on regarde aussi, on se dit que bon, c'était peut-être volé, comme il a dit, mais voilà. C'est volé dans quel sens? C'est volé dans quel sens? Aujourd'hui, nous savons que, entre-temps, quand, voilà, dans les anciens temps, oui. Lorsque les colons étaient venus, la manière dont ils prenaient les choses, c'est que, comme il a dit, ils falsifiaient les choses. Mais si on est là et que nous-mêmes, nous avons accepté que ces œuvres-là soient prises par ces colons, ça veut dire qu'en retour, c'est un vol. Mais c'est un vol maquillé, en ce sens que il y avait quand même peut-être un contrat qui avait fait de sorte que ces œuvres-là soient prises et que soient emmenées en Europe.
Mais si aujourd'hui, la France, je pense que si la France a décidé, c'est à nous maintenant de voir quelle démarche il faut maintenant entreprendre pour véritablement entrer en possession de toutes ces œuvres-là. Oui, pendant qu'on y est, les 26 œuvres, on a vu quand elles sont revenues au pays, on a vu toute la fête, l'effervescence autour. Est-ce que cette fois-ci, c'est une seule œuvre qui revient? Est-ce qu'on aura encore droit peut-être à un festin ou à une manifestation? Je posais la question là à un des auteurs d'un livre qui a porté sur la chose, c'est Silence des Acacias. Il y a une nouvelle dans cette anthologie-là qui porte fondamentalement sur les 26 œuvres, la restitution des 26 œuvres là, et justement sur ce que tu as dit là. La liesse populaire que cela avait suscité dans le temps. Il a dit, mais si sur 3000, plus de 3000, on a reçu seulement 26. Et il y a cette... Cet engouement. Si tu lis la nouvelle, c'est comme si c'est pas... C'était une liesse populaire nationale. Oui. Une fête nationale. Oui. Mais si c'est ça, et quand les autres vont venir, finalement, il y aura quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je posais justement la question là. Moi, ce que je demande, c'est que les gens nous restituent tout. Il ne vous appartient pas, donnez ça à ceux à qui ça appartient. Pas une seule cataclèse. Tout le reste là, tous les cataclèses. Oui, tous les cataclèses. Alors, tous les cataclèses. Et aux nations africaines, tous les pays à qui la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Tout ça. Parce que j'avais lu, si vous lisez le rapport de Ferwin Sarr et Madame de Savoie, je ne sais pas si je prononce bien le nom, c'est les deux qui avaient fait un travail scientifique ou bien de l'état des lieux de ces œuvres-là. Vous découvrez que ce n'est pas seulement le Bénin. C'est là même vous découvrez même la quantité astronomique des œuvres qu'ils avaient pris par devers eux. Donc, ce n'est pas seulement le Bénin. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui n'ont qu'à restituer, ce n'est pas pour eux. Ils ont des choses chez eux qui peuvent rester dans leur musée, qui sont typiquement occidentales, qui peuvent rester dans leur musée. Et puis, quand les œuvres vont revenir maintenant dans le pays, il faut que cela aille dans l'environnement naturel. Moi, je préfère aller voir le cataclèse dans son environnement naturel, là où c'était quand on l'a pris. Mais peut-être ils attendent les 3000 avant de faire la restitution à nouveau. Voilà. Regardez à quand date la dernière fois on a reçu les 26. Et maintenant on a une seule qui vient, le cataclèse. La première fois, c'est peut-être en 2000 combien. Non, c'est ça, il dit, il n'a qu'à restituer. Et quand une fois sur le territoire, que cela aille dans l'environnement naturel. Parce que l'œuvre n'a véritablement de sens que dans son environnement naturel. C'est toute une histoire. Autour. Quand vous voyez une œuvre dans une titre comme ça, à la présidence, vous ne voyez qu'un objet. Et vous jure, il faut vivre l'expérience pour comprendre. Vous ne voyez qu'un objet. Exactement comme cela se présentait en Europe. Les gens vont là-bas, ils voient c'est un objet touristique, c'est ça, et ils voient tout. Mais ils n'auront pas le même effet s'ils étaient venus le voir dans son environnement naturel originel. Parce qu'on va leur expliquer, voilà là où ça se pose, et pourquoi ça se pose là. Voilà là où s'asseyait telle personne. On parle de cataclèse, c'est un siège. Oui. Voilà celui qui s'asseyait là-dessus. Voilà comment ça se disposait. Et vous visualisez toute l'histoire autour. C'est ça. Quand vous allez dans un palais royal, ou bien un vestige de l'histoire, c'est comme ça. Vous visualisez toute l'histoire. Et là, vous vivez même l'histoire dans l'instant là, par le griot qui vous la raconte, que quand vous êtes dans un musée, en voyant la pièce dans auréolé, tout ça là, mais tu le vois, c'est fini, ça s'arrête là. Donc, ils n'ont qu'à rester. Pour moi, les autres sont revenus, mais ne sont pas encore chez elles. Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour que les œuvres aillent dans leur environnement naturel. Alors, on va remonter en Europe très rapidement. La fumée noire est sortie. On a patienté, ça n'a pas duré. La fumée blanche est sortie de la cheminée. Et résultat, l'Église catholique romaine a un nouveau pape, Robert Francis Prévost. Il est américain, il est élu nouveau pape sous le nom de règne Léon XIV, si je ne me trompe pas. Monsieur Joël, Oui. quelle analyse vous faites de cela? Nouveau pape américain, voilà. Bon, je crois que je l'avais dit, et je le dis souvent avec certains de mes amis que souhaiter la venue d'un pape noir, c'est du leurre, c'est de l'illusion quoi. Alors oui, parce que voilà, le pape noir n'est plus, en fait, on n'a plus de pape noir, on a eu un pape blanc,
Oui. Et cette fois-ci, le pape américain. Quelle analyse vous faites de cela? Ça c'est un pape comme tous les autres. Pourquoi pas en Afrique? Et c'est en Amérique. Oui, bon, vu que nous n'avons pas ça, alors discutons de ce qui C'est comme moi je pense de cette élection du pape. Oui. Je dirais que nous les Africains, les Noirs, on nous a toujours humiliés et nous sommes toujours humiliés. Parce que est-ce qu'il y avait un noir là qui avait la carrure, qui avait je crois que parmi les cardinaux il y avait un Congolais, si je ne me trompe pas. Comment Congolais? Bon, alors bon, oui, d'accord. Oui. On ne nous a pas permis d'être pape, nous noirs. Oui. On va le dire comme cela, parce que nous ne maîtrisons pas vraiment le fond de la marmite. Mais celui qui est là, comment vous le voyez? Quelle analyse vous faites de lui? L'Amérique, sa nationalité, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Parce que le Vatican, ce n'est pas seulement la religion, c'est aussi une question d'État. Bon, américain, index Donald Trump. Et alors, on voit la puissance de Donald Trump. Donc, disons que désormais l'Amérique n'aura plus qu'un seul chef d'État. Il a à la fois le pape et le gouverneur. Donald Trump. Non, ne mélangeons pas. C'est vrai, c'est à la que vous faites, elle a sa raison d'être, mais là, c'est la religion et l'autre côté, c'est la République. Bon. Et le pape, il est mondial. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Bon, je vois que la puissance de l'Amérique couvre totalement, tout le monde, je crois, tout le monde, parce que choisir un pape en Amérique, un pape américain, voir déjà la puissance des Américains, on va aussi encore... Il n'y aura plus de limites. Voilà. Il y aura là une domination totale. Oui. J'aimerais demander, à quoi sert... je reviendrai. D'accord. Monsieur non, moi, je pense que le pape états-unien, c'est-à-dire qui est élu et qui est américain, d'abord quand on regarde l'histoire des Léons, ce sont des gens plus ou moins droits, qui sont là pour le social, qui sont là pour la paix. Oui. Alors, je pense aussi que lorsque nous prenons l'Amérique, il est vrai qu'on va dire tout de suite que puisque le pape est états-unien et puis voilà, il y a Donald Trump qui agit violemment, peut-être que ce sera donc deux personnes qui vont sans doute incendier, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être le monde entier, puisqu'il y a une puissance politique et une puissance sociale religieuse. Oui. Peut-être que s'ils se mettent ensemble, ils vont donc coloniser de leur manière tout le monde entier. Mais là, je peux dire que peut-être c'est tout à fait le contraire, probablement, peut-être que le temps nous permettra de le constater, mais c'est de voir que ce pape, au lieu qu'on y pense, qu'on pense à tout ce que je venais de dire, peut-être qu'il sera là pour la réconciliation. Faire de sorte que les guerres ou la guerre qu'on peut noter ou qu'on notait entre cette puissance mondiale, oui, peut-être qu'il fera de sorte qu'il soit le médiateur qui soit à même de ramener la paix, de les réconcilier, de faire de sorte que dans tout le monde entier, qu'il y ait une certaine réconciliation totale. Pour moi, c'est ce que je pense véritablement. Et peut-être que la vie est trop tôt dit, mais le temps nous permettra de constater véritablement ce qu'il a. Mais je sais que si on doit prendre l'apparence et surtout considérer tous les paramètres qui sont là, il doit être quelqu'un qui viendra pour la réconciliation, pour la paix et surtout pour faire de sorte que et le monde entier puisse véritablement être dans un esprit beaucoup plus solidaire et social. Voilà. Monsieur Chris, j'ai peur de vous laisser la parole là parce que on en avait discuté à certaines occasions. Le pape, c'est vrai, on n'a pas eu un pape noir, vous l'avez dit, il ne fallait pas s'y attendre. On a un pape, mais cette fois-ci, il est de nationalité américaine et le Vatican, il est désormais pape. C'est une bonne nouvelle. Donc, ouais. C'est réjouissant. Bonne nouvelle dans quel sens? Ah mais,
Oui, parce que, voilà, on disait, ça allait dans tous les sens, mais On voilà. n'allait pas avoir un autre pape ou bien quoi. Le pape meurt, on en liste d'autres, non? Je ne vois pas ce qu'il y a de. Mais classique, là, tout ça- au moins pour les catholiques, oui, ça a donné, voilà, Moi, je ne comprends pas. pourquoi l'effervescence, ils font la une fête comme si c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Il s'est passé rien. L'autre est mort. Ça a toujours été comme ça. Non? Quelque chose de différent s'est pas produit cette fois-ci. Ou bien il y avait un enjeu, il y avait une crainte. il semble qu'il est le premier pape américain. Justement, voilà. Et ça, Dans le pays Qu'il de Jonathan. soit, oui, mais où est le problème? Qu'est-ce que ça change? Qu'il soit américain ou pas, ou pour la première fois américain, moi, je ne vois pas ce que ça change. Et je ne vois pas ce qui s'est passé d'extraordinaire pour que les gens. Pour moi, c'est un non-événement. Il n'y a rien là du tout. Parce que c'est classique. Quand un pape meurt, Un autre vient. voilà, un autre vient. Le conclave se réunit et il y a un autre pape. C'est ce qui s'est passé. Ouais, ça s'arrête là. Maintenant, on peut consoler les Noirs, ou disons non, plutôt les Africains. Les Africains qui veulent coûte que coûte que le pape soit africain. Il y a déjà eu à travers l'histoire des papes africains. C'est vrai qu'ils ne sont pas de l'Afrique noire, oui. mais de l'Afrique du Nord. Il y a déjà eu ça. Donc, tu as vu ça. Il y en a même trois papes africains. Le pape Victor Ier, le pape Maltiade ou des trucs comme ça, Maltide ou bien Maltiade. Et puis le troisième, je crois, c'est le pape Gélas Ier. Donc, les gens n'ont qu'à savoir que oui, les Africains ont aussi déjà été papes. Donc, mais bon, tous de l'Afrique du Nord, c'est vrai, mais il n'y en a pas encore eu un noir. Bon, De peau noire, non. Non, bon, peut-être ça, c'est ça qu'il faut estimer. Mais déjà, on peut commencer, on peut déjà se consoler de savoir que l'Église catholique a déjà eu le pape noir. Maintenant, le pape, le côté pape catholique, religieux, tout ça ne m'intéresse pas. Le côté qui m'intéresse, c'est ce peut-être- qu'il peut faire, comme il vient de le dire, Oui. c'est ce qu'il peut faire en tant qu'homme d'État, homme politique, au niveau de sa position, Oui. de sa puissance en tant qu'homme politique, ce qu'il peut faire pour la paix dans le monde. Si les papes ont une certaine puissance, influence, je crois que, et s'il peut mettre cette influence-là, cette puissance-là, ce poids politique-là, sur l'échiquier international, au service de la paix, de manière à ce que les conflits au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, etc., tout ça, tout ce qu'on constate là dans le monde, puisse connaître une fin, Oui. eh bien, ce serait bien pour le bonheur de l'humanité. C'est tout ce que j'attends de ce pape-là. D'accord. Merci que je mets même condition parce que bon, l'autre là, je ne sais pas ce qu'il était là, puis pourtant c'est devant lui que tous les conflits se sont arrangés, je ne sais pas. Il tentait de résoudre jusqu'à ce que la mort. Bon, s'il est avéré qu'ils ont un certain pouvoir, puissance, ils mettent cette puissance-là ou ce pouvoir-là au service de la paix. Nous espérons que ça va se faire. Vous avez remarqué qu'à la mort du pape et François, et il y a eu beaucoup, À la mort du pape François, oui, il y a eu beaucoup d'hommages en son honneur parce qu'il a été un homme de bon cœur, travailleur, il a milité pour la paix dans le monde. Donc le pape actuel qui est là, Léon, et s'il peut continuer sur cette trace, ce serait bien. D'accord, d'accord. Le tout dernier point, il est aussi un peu politique. Enfin, un peu, parce que c'est vrai que ce n'est pas la politique à l'intérieur du pays, mais c'est juste à côté de nous. Et qui dit Togo, dit Bénin, ce sont des pays frères. Au Togo, un nouveau vent a soufflé, Fort Yacine, le fils de Yadema, justement, président de la République, désormais on va dire ex-président de la République togolaise. Mais non, il a cédé le pouvoir. Il a cédé le pouvoir à un ancien opposant d'ailleurs. Et cette fois-ci, il a gagné le siège de président du Conseil des ministres. Est-ce que c'est une nouvelle ère pour la République togolaise ou une mise en scène de plus? C'est pas une nouvelle ère pour la République togolaise, c'est une nouvelle ère pour Fort Yacine. Oui, mais justement, il est fils, il est fils du pays. Oui, il est togolais, donc il est aussi concerné. Et qui a trouvé le génie, qui a eu l'ingéniosité de trouver le moyen de s'éterniser au pouvoir. Non, il n'est plus au pouvoir. Il est désormais. Il a transféré toutes
les prérogatives ou le pouvoir d'un président de la République au poste où il est maintenant, président du Conseil des ministres. L'autre, attendez, on dit qu'on a un nouveau président au Togo, mais personne ne parle de ce président-là. C'est du président du Conseil des ministres qu'on parle. Non, non, c'est lui qui prête serment. Justement. Le président même ne prête pas serment. C'est comment? C'est un fantôme. Mais il est vide. Non, là seulement de nom. Non, mais non, écoutez, hiérarchiquement, quand on va entrer, quand on va entrer. Non, sur le point de vue hiérarchique, c'est le président du conseil des ministres. C'est lui qui est l'exécutif, il est l'exécutant. Il a le pouvoir exécutif. Justement, je ne dis pas non. Est-ce que ce poste existait quand Fort Non. Justement, c'est suite à la révision de la Constitution du 6 mai 2024. C'est ça, non? Oui, 6 mai 2024, il a créé tout ça. Mais il faut dire que lorsque le temps avance, il faut s'adapter au temps. C'est une réforme. Écoutez, le peuple togolais, leur problème, en quoi ça résout leur problème? Non, justement, c'est pour le problème de la jeunesse. Les gens qui... les États qui fonctionnent. Est-ce que vous avez idée du nombre de jeunes qui quittent le pays? La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo comme ça de quelqu'un sur qui disait ça, mais les gens, c'est une fuite. Si on était dans un pays sérieux, les gens auraient déjà interrogé cela, constaté cette masse-là, de fuite de jeunes, de bras valides. Hier, c'était par quoi? Comment on appelle ça? L'esclavage. Oui. Hier, c'était pas l'esclavage, la déportation, on venait, on prenait les gens, les bras valides, les forces qui peuvent aujourd'hui, on part volontairement. Aujourd'hui, les gens partent volontairement. Mais allez interroger les chiffres au niveau de Campus France, ici au Bénin. Et je suis sûr qu'il doit y avoir une structure comme ça aussi au Togo. Non, il y en a pas. Mais Fort il n'a pas chassé ses filles. Allez interroger les mêmes. Dites, mais pourquoi? Si vous êtes un président de la République, vous n'avez pas travaillé comment on va dire ça? À donner l'envie à la jeunesse de rester dans son pays pour travailler à développer le pays, mais ça veut dire que vous avez échoué. Non, il faut comprendre que cette histoire de... C'est pour ça que je vous dis, c'est Fort qui s'est créé une nouvelle ère. Il veut se changer l'apparence. On leur a même privé le droit de choisir maintenant ils vont seulement choisir seulement leurs représentants. Les députés. Et les députés élisent le président se passe ici, on sait comment. Le président du conseil, c'est un nouveau poste créé. Oui. Ça fait un emploi de plus, monsieur Younous. Non, un emploi de non mais ça fait un emploi de plus, c'est un nouveau poste. Pour qui? Mais c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais qui est là? Pour montrer à la jeunesse qu'on se fout totalement d'elle. Mais regardez l'âge du président. Même si c'est un poste vide, regardez l'âge du président. Non, c'est l'expérience. Quelle expérience? La maturité, la sagesse pour diriger. Mais qui lui a dit qu'il faut être... Oui, justement. La maturité, la sagesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a des vieux. L'âge ne fait pas de l'âge. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous êtes un fils sage. Mais il a longtemps été opposant, selon les informations. Ils sont très crétés. Il ne faut même pas dire qu'il n'a absolument aucune sagesse. Là où il y a des bébés, des enfants, mais qui sont très très sages. Ce n'est pas l'âge qui détermine. Mais lui n'est pas plus âgé que Paul Biya. Oui, c'est vrai. Mais que si ça peut faire d'emboîter le pas et de prendre des gens sur Paul Biya. Mais quand vous allez au Cameroun, c'est une gérontocratie. Ça là, tout le monde le sait. Mais vous allez au président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les chefs d'État, les grands institutions partout, c'est des vieux. Minimum 80. Justement, parce que à un moment donné, oui, mais à un moment donné de sa vie ou à cet espace-là, hein, cette tranche d'âge-là, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de rester assis et voir les jeunes et les orienter. C'est ça la sagesse. Il faut mettre son pays, le pays, les jeunes fondamentalement au travail. Mais il n'y a pas de travail. Pourquoi les gens partent au travail? Il n'y a pas de travail. Lui-même, il voit clairement qu'il n'a aucun avenir ici, dans son pays. Vous voulez qu'il reste là? Il n'a aucun avenir. Il a étudié, peut-être, il a des diplômes, mais il n'y a pas de boulot. Il n'a aucun avenir. Personne ne lui propose absolument rien. Il sait qu'il est désespéré. C'est clair et net. S'il reste là, il est désespéré. Mais on n'a pas manqué de lancer les concours. C'est ça, quand vous concours. Quel concours? Concours qu'on lance eux-mêmes là. C'est les mêmes personnes parce qu'il y a des influences politiques dans le nombre de personnes. Vous savez comment ça fonctionne? Quand tu es enfant de fils de pauvre, absolument, comme moi, et tu n'as absolument personne sur le pommier, comme on le dit, nulle part, mais si tu trouves une petite voie là, tu pars. Mais ça tu n'as même pas du tout envie de revenir, tu pars. Ça change. Et toi, tu te rends compte que le plus grand bien que tu puisses faire à ce pays-là, c'est de partir, pas de rester. Mais si en fin de compte, nous tous nous partons, là va rester qui? Mais ça va peut-être donner une alerte, ça va créer un tilt dans la tête des dirigeants. Quand ils vont voir que le pays se vide,
On va dire, mais il faut changer de paradigme. Il faut faire quelque chose. Quand on voit que tout le monde part et qu'on n'a pas du tout envie de revenir, il faut comprendre peut-être que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est mauvais, il faut changer de paradigme pour faire en sorte. Vous voyez, c'est justement. Monsieur Chris, est-ce que vous avez envie de partir? Bien sûr, si tout le parti veut partir. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de partir. Mais vos apprenants de lycée collège, vous les abandonnez à qui? L'État, c'est à l'État qu'il faut poser cette question. Oui, c'est parce que. Si vous voulez que je parle de mon métier, c'est à l'État qu'il faut. Vous savez là où je travaille. Mais il faut forcément bénévolat pour travailler là. Où les salles de classe sont complètement délabrées. Et ce depuis 4 ans. Complètement délabrées. Quand il pleut, mais c'est dans la boue, c'est dans l'eau de ruissellement que je travaille. Les enfants sont entassés dans un coin de la salle. Parce que là où ils doivent être normalement est complètement boueux. Il y a un moment où je dis, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Mais c'est la faute à qui vraiment? Mais les intempéries détruisent des bâtiments comme ça. À qui revient la responsabilité de les régler? C'est à l'enseignant, c'est à moi. Et ça, là même, là, moi, je dois même m'estimer heureux. Nous sommes dans un pays, ils ont dit, ils ont construit des, mais il y a des gens ailleurs qui travaillent encore sur des appartements. Mais Paris ne sait pas faire en un jour. On va y venir, on va y arriver petitement. Mais pendant que vous dites qu'on va y venir là, et l'école est dans cet état-là, on donne juste à 30 heures aux gens. Et on veut qu'ils soient en même temps efficaces. On les surexploite. Vous savez ce que c'est qu'un professeur de ma discipline, par exemple? C'est celui-là qui travaille plus que tout le monde. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas. Mais un professeur de français ou de lettres, par exemple, au premier cycle, quand on fait une seule évaluation, là où les autres ramassent un lot de copies, lui il ramasse le double. Là, il ramasse le double à chaque fois. Mais c'est ça, par exemple. Mais c'est pas un choix. Est-ce que c'est pas un choix? Oui, c'est ça, par exemple. C'est ça. On va me dire, oui, mais c'est toi qui le savais. Mais beaucoup de personnes ne le savaient pas. Moi, je ne le savais pas quand j'étais entré dans le métier. Ah bon? Non, je ne le savais pas. Il y avait ça. Il y avait cette disposition-là. Je ne le savais pas. Mais on est dedans, on gère. Mais ce que je vous dis, c'est que pendant qu'il y a ça, et l'État est dans cet état, est-ce que vous avez appris combien on donne aux artistes qu'on fait venir pour faire distraire le peuple? Justement, mais l'artiste vont le payer à l'extérieur. Ah bon? Et à combien? À combien? Non, À combien? il faut dire qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez là où l'argent va, les priorités? Mais si vous ne faites pas de l'éducation une priorité, vous attendez quoi de ce pays? Ça finira par La réalité revenir. voit qu'il y a de dilapidation claire. Ça me dit de rendre compte que cet argent-là, on pourrait l'orienter ici parce que là, ça fait des urgences. Ça, c'est plus urgent. Et aussi dans des établissements, il y a beaucoup d'établissements où il n'y a pas de livres. Les livres qui sont eux-mêmes, ils ont mis au programme là. Il n'y en a pas pour les apprenants. Je travaille en milieu rural. Je suis dans une classe de 67-70 élèves. Je dois étudier une œuvre avec eux pour explorer les humanités, justement les œuvres qui vont leur donner des comportements de civisme, qui vont à travers lesquels on va leur inculquer la morale, les comportements de civisme, du concret, du béninois, de l'imaginaire béninois. Mais le parent n'a pas acheté l'œuvre pour son enfant. L'établissement même n'en dispose pas. Pendant ce temps, on prend des milliards qu'on dilapide d'ailleurs. Non, Vous voulez que moi, c'est quoi ça? C'est-à-dire ça que si on appelait les artistes, leur payer 500 millions, etc., tout ce qu'on apprend là, mais écoutez, si tu comprends ce talent là, vous savez combien de bordel ça va faire à l'école? Non, mais. Ça là, c'est entre. Voilà, dites-moi où se trouve la priorité. Entre acheter des livres pour des enfants béninois qui vont devenir des cadres de demain, qui vont devenir des citoyens intellectuellement équilibrés comme on le désire, et appeler des artistes qui vont venir danser, faire combien de minutes et prendre beaucoup de... Mais ce sont les mêmes cadres qui le font. repartir. Les mêmes cadres qu'on veut former, ce sont les mêmes cadres aujourd'hui qui font ça. Moi, je dis, quand on est dans un pays où il y a vraiment des priorités, il y a des urgences absolument partout, on ne se permet pas de s'amuser. Non, mais c'est justement fort ne s'amuse pas. Fort ne s'amuse pas. Fort, justement, il ne s'amuse pas. Il s'amuse Il ne pas. s'amuse pas avec sa carrière politique. Alors, totalement du peuple. C'est ce que je dis, les gens partent. Les gens partent, donc, Fort s'est assuré son avenir politique. Et ce que je crains, c'est que les d'autres pays, d'autres présidents du continent, ils emboîtent le pas. Les gens vont croire qu'il a fait un truc à l'italienne, comme c'est les Anglais, etc. Tout ça. Mais c'est faux. Là-bas, eux, ils sont capables
élire le premier ministre chaque 3 mois. Si le premier ministre ne correspond pas, ne fait pas ce qu'on attend de lui. Mais justement, Il y a une représentation extrêmement démocratique. La vie politique, c'est anime à l'Assemblée, dans leur Assemblée là-bas. Ici, c'est presque monocolore. Le gars s'est taillé, tout sur mesure. Il sait que ça va rester comme ça, il va s'en assurer. Il sait qu'en est assuré. non, non, vivement que Il a fait une année si ingénieuse que la CDAO, je ne sais pas, les institutions sous réserve ne peuvent même rien lui dire. Non. Voyez, Actuellement, 5 institutions. On n'a Là. pas dit, il n'a pas fait coup d'état constitutionnel. Comme, non. C'est le respect de la constitution, nickel, tout est propre, Non, c'est parfait quoi. Mais moi, je trouve que, revenant au sujet togolais, je pense qu'il va arriver un moment où les députés en question qui devront élire le président du conseil vont se retourner contre lui. pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, à un moment donné, quand on est fort pour un moment donné, c'est vrai qu'il est fort, et son nom même le dit, mais à un moment donné, les aspirations personnelles de chaque individu, parce que là maintenant, c'est son idéologie, c'est sa vision, chaque député suit. Et c'est parce que peut-être, quelque part, pour que chacun soit député, il en est responsable. Il faut sauf que bon, c'est le leader. Grâce au leader, j'ai pu avoir cette place. Mais il va arriver un moment où, quand bien même il était le leader ou il est le leader, grâce à qui chacun d'eux a eu cette place, il peut se retourner contre lui parce que bon voilà, on va pas laisser quelqu'un. Parce que c'est pas un royaume. Il faut être roi tout le temps. Parce que là, c'est pour confisquer. Il a totalement confisqué. Bon, je ne dirais pas totalement parce que comme je suis en train de dire, il se peut qu'un jour tout cela se retourne contre lui et disent bon voilà, aujourd'hui c'est bon. Tu es président du conseil pendant ce nombre d'années, laisse que quelqu'un d'autre prenne. Non, mais il va laisser. Mais il va laisser quand? Lorsqu'il va mourir, comme le président camerounais, qui veut se présenter encore à nouveau aux élections. C'est pas un royaume où il faut dire, bon voilà, c'est lorsque le roi décède qu'il faut maintenant élire un autre. Mais c'est que c'est sur la base du document fondamental, de la loi fondamentale du pays. Et donc moi je pense que... Non, constitutionnellement, je dis pas que... Oui. C'est le processus ou la démarche est bien. Ce que je dis, il va arriver un jour, parce que là, il est dans la norme. Juste, il est dans la norme, mais une norme maquillée. Maintenant, ce que je dis, peut-être il va arriver un jour, ces députés qui doivent élire le président du conseil des ministres disent, c'est bon, va te reposer. Il faut qu'une autre lignée puisse prendre le pouvoir. Alors, vous parlez de lier. Oui, ça voudra dire que ça revient au roi, ça quitte une famille pour... Non, c'est justement ça. Pour une autre. Et il y a des mains forts. Mais c'était le père. Maintenant, le fils, il faut voir pendant le nombre d'années. Il a fait 4 mandats. Ce n'est pas évident qu'on aura le petit-fils après. Ce n'est pas évident. Non, si on le laisse, c'est ce qui va arriver. Parce que là, il y a déjà quand même un autre président de la République, une autre famille. Non, on ne parle plus de président. Vous allez voir, on ne va plus parler de président de la République. Ou tout. Non, vous verrez que devant, c'est le président du Conseil des ministres. C'est pas l'affaire du président de la République, il est là juste pour porter le nom, pour dire au monde entier que bon voilà, vous avez dit tout ceci, bon voilà, il y a quelqu'un qui est maintenant président de la République. Alors que toutes les prérogatives aussi bien exécutives, c'est lui qui les a. Alors, monsieur Joël, c'est vrai, on est déjà allé dans tous les sens. Un sujet, pour finir avec un sujet bonus, on a appris, on a lu sur Info au Zénith que Yaouboni est allé à la rencontre de Adrien Ngwedji, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Dans un contexte où voilà, on est pratiquement à un pas de la période électorale, des grandes élections, comme on a l'habitude de le dire depuis un moment, Yahi chez Ngwedji, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, est-ce que... On ne sait pas. On ne sait pas, mais on peut deviner. On peut deviner, on va faire c'est pas un jeu de devinette. Et si éventuellement l'information sort, on va voir qui a gagné. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais c'est des ténors politiques de ce pays. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Est-ce que vous savez peut-être? Bon, c'est une affaire de politique et je crois que les deux sont des anciens dirigeants. Bon, se voir peut-être parler des élections qui, selon eux, qui voient mieux pour être président l'année prochaine.
Oui, peut-être pour choisir pour choisir les candidats entre eux ou bien parler autour de ce qui se passe du pays en général. Et voilà. Monsieur Chris, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Peut-être qu'il est allé voir simplement un ami. Est-ce qu'ils ont été amis? Mais politiquement, tout au moins, ils ont été amis. Non? Ou du moins, ils se connaissent, non? Oui, ils se connaissent. Donc, il allait rendre visite. Genre, ça fait longtemps, on s'est vu. Tu es vieux, je suis vieux. Tu es. Ouais. Tu es vieux, je suis vieux. Bon, tu es à la retraite, je suis à la retraite. Donc, ça fait beaucoup de points communs. Donc, Ebony peut-être est allé vous rendre visite à. Donc, ça fait longtemps que je t'ai vu, tu m'as manqué. Donc, Mais ce n'est pas un je suis venu. couple. Ce n'est pas... Oui, mais moi, je fais ça. Oui. Ça dit, ça fait longtemps que j'ai vu un ami avec qui on avait eu à traiter, peut-être par le passé, bon, sur le plan professionnel ou bien. Et puis je prends ma moto, je vais chez lui et je dis, bon, ça fait longtemps que je suis venu juste voir à quoi tu ressembles aujourd'hui, c'est tout. Alors, Oui, c'est ça, c'est juste, comment on le dit, une simple visite de courtoisie. C'est possible, non? mais si c'est C'est quand même le gars, si c'était une visite de courtoisie, pourquoi ça s'est médiatisé alors? mais vous venez de le dire, on parle de l'ex-président de la République, le président, c'est l'ancien président de la République. Mais pourquoi ils ne se sont pas arrangés? Pourquoi ils ne se sont pas arrangés alors pour que ça soit dans le secret? Pourquoi avoir permis que ça soit médiatisé? Non, mais est-ce qu'ils l'ont permis forcément? Non. Mais l'ancien président se déplace, vous croyez que ça ne va pas rester inaperçu? Le gars, même quand il va aller à des obsèques, il a dit qu'il allait aller à un obsèque. C'est le président, c'est l'ancien président, c'est l'ex-président de la République. Et puis l'autre, c'est un grand ténor de la politique. Ce gars, Adrien Ngodi, mais c'est un homme d'État. Mais il pèse dans le destin politique de ce pays. Et il a contribué à beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce pays a connu la paix, ce pays a contribué à la paix politique, à la stabilité politique dans ce pays, à plusieurs. Comment on va dire ça? Plusieurs niveaux. Oui. Pendant longtemps. C'est le gars. C'est le monsieur qui se désistait, même quand il était en bonne place, favori, pour gagner les élections, pour qu'il y ait la paix. Depuis le temps de Kérékou là-bas jusqu'à qu'il devienne président de l'Assemblée nationale, etc. Tout ça. Donc, c'est quelqu'un de politiquement qui a une certaine promptitude dans le paysage politique de notre pays. Donc, tout ce que ces gens-là font là ne reste jamais inaperçu. C'est vrai, c'est pas forcément eux qui vont appeler la presse. Hein. Ils ont peut-être la presse, les traque. Les gens, même les célébrités ont ça. Il y a les paparazzi, tout ce qu'ils font, les traques pour avoir scoop. Donc, ça peut être eux qui n'est pas appelé la presse. On peut considérer que c'est... Il y a une qui se déplace qui est au nord là-bas. Qui là-bas est venu voir son ami. C'est Yabouni qui est venu voir Ngbeji, vous avez dit. Voilà, qui est venu voir Ngbeji ici au sud. Vraiment, ça ne va pas rester inaperçu. Peut-être que moi, je vais voir un ami de politique de vieille date. Ils vont papoter. S'il n'y a rien de croustillant à dire à la presse. Ou alors, cela procède de ce que Joël vient de dire là. Et alors, ce sont les tractations politiques pour 2026. C'est comment faire coïncider les choses, les voix, etc. pour trouver le candidat idéal face au mastodonte de la mouvance, de partie de la mouvance qui est là. Qui dit qu'ils ne sont pas... Non, gardez On prend la mouvance, ils ont quoi? Ils ont BR. Non, en réalité, rien ne prouve. Hein. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont contre une mouvance ou pour une mouvance. Mais je ne dis pas qu'ils sont contre. Alors, il y a les élections. Pourquoi cela est en train de... Pourquoi on est en train de parler de ça? C'est parce que nous sommes à la veille pratiquement des élections générales de 2026, c'est ça, non? Oui. Et Yabouni, il me semble, c'est un opposant. Il fait partie du parti Les Démocrates, c'est ça, non? C'est le président même. C'est le président même du parti Les Démocrates. Donc, le parti, le principal parti d'opposition du pouvoir qui est là. Mais c'est là où le gars Ngbeji, il est de la mouvance. Oui, il est de la mouvance, justement. Il est de la mouvance, oui. Donc, c'est pourquoi il a dit, ce qui valide ma première hypothèse. Il allait saluer simplement un ami. Peut-être que Ngbeji, là maintenant, quand vous voyez les sorties récentes de Ngbeji, oui,
Il n'est pas, quand vous l'écoutez bien, il n'est pas dans les histoires de je suis mouvancier, etc. Non, il est pour la paix. Il transcende, voilà. Il adopte une position transcendantale qui vise beaucoup plus la paix. Alors lui n'est pas dans des antagonismes radicaux dedans. Non, des antagonismes genre nous, tel camp contre l'autre. Non. Lui, qui est les élections, qui est la paix, c'est ce donc. Voilà un boulevard ouvert pour l'opposition, pour justement aller le voir. Puisque toi, tu as maintenant un langage de paix, maintenant qu'on va... Et là, vous le connaissez, il est aussi quelqu'un de très épris de la paix dans notre pays. Donc, il faut voir celui-là, il faut converger leur langue pour voir les voies et moyens, comment il faut faire pour que, justement, les élections à venir soient paisibles. C'est tout ce qu'on veut, non? Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est vrai que lui, il est président d'honneur du Parti des démocrates, etc. Mais il est vieux. Il est un ancien président de la République. Quand vous êtes un ancien président de la République, vous travaillez pour qu'il y ait la paix, pour que les transactions politiques là ne dégénèrent pas. C'est ce qu'un ex-président fait. L'autre aussi est un vétéran de la politique. Vous voulez qu'il fasse quoi d'autre? Donc voilà, en attendant d'avoir officiellement peut-être les journalistes d'investigation peut-être vont nous sortir la quintessence de ce qu'ils se sont dit. Voilà les hypothèses. Mais on ne sait pas jusqu'ici. On va rester à l'affût de l'information avant quand même voilà, de savoir, et même si on ne sait pas, la devinette de chacun va s'en contenter. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas si quelqu'un a peut-être un sujet, voilà, rapidement qu'il veut glisser, mais je crois que en gros plan, ce sont les grands sujets de la semaine. Nous en avons parlé amplement, comme cela se doit. Nos chers amis téléspectateurs ont aussi fait leur analyse chez eux. Peut-être que nos analyses ont pimenté les leurs, on ne sait jamais. Week, ce sera tout pour ce tout premier numéro. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien.